Et donc cet après-midi, on va parler de l'algorithme des cas plus proches voisins. Alors, qu'est-ce que c'est que l'algorithme des cas plus proches voisins? Dans quel cadre ça rentre? En fait, ça rentre dans tout ce qu'on appelle les algorithmes d'apprentissage. Donc l'apprentissage automatique, c'est un des nombreux domaines d'études de l'intelligence artificielle. Et ça consiste, à partir de données réelles, connues, à établir des règles qui permettront de classer automatiquement de futures données. Aussi, on verra qu'il peut être même supérieur à 30, hein, si on veut. Donc en fait, dans les principes des algorithmes d'apprentissage, on distingue souvent deux grandes familles, l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. Je vais revenir après sur les différences. Et dans un processus d'apprentissage, en général, on a deux phases. Il y a une phase d'apprentissage à proprement parler, où le système va apprendre à partir de données préexistantes et va se configurer. Et il y a une deuxième phase, ensuite, qui sera la phase d'utilisation, où donc l'algorithme va utiliser ce qu'il a appris pour faire des prédictions en quelque sorte, ou associer des critères à des nouvelles données. Donc l'apprentissage supervisé, ce qu'on appelle la classification, c'est un processus dans lequel le but va consister à associer une classe à une donnée. Donc une classe, ça peut être, tiens, c'est mineur, c'est quelqu'un de mineur, c'est quelqu'un de majeur, ou pour imaginer, pourquoi pas, sur une chanson, c'est une chanson gay, une chanson triste. Voilà, donc ça c'est des cas binaires, mais on peut évidemment aussi avoir des cas avec plus de deux classes. On connaît évidemment les classes possibles d'avance. Et donc pendant la phase d'apprentissage, on aura pour chaque donnée connue la classe qui est connue. Voilà, ça c'est donc l'apprentissage supervisé. Et donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on essaiera sur une donnée dont on connaît les propriétés mais pas la classe, de lui associer une classe. Dans l'apprentissage non supervisé, qu'on appelle aussi souvent clustering, cette fois-ci, le but ça va être de regrouper des données qui semblent similaires en clusters de données proches, d'accord? Alors là, il n'y a pas forcément un nom à donner à ces clusters, mais on dit tiens, cette donnée-là, elle se rapproche de tout un ensemble que j'ai déjà mis ensemble. Voilà un petit peu les deux grands types d'apprentissage. Oui, oui, exactement, comme les clusters de Covid, on a des groupes qui vont ensemble. Là, c'est les groupes qui manifestent un certain nombre de symptômes. En fait, à partir du moment où ils sont étiquetés, finalement, ah, celui-là, il y a le Covid, on pourrait presque dire finalement que c'est plus de la classification. Maintenant, quand on fait de l'apprentissage, on a le problème de la base d'apprentissage. Et une base d'apprentissage mal choisie, ça peut engendrer un certain nombre de risques. Pourquoi? Parce qu'en fait, un programme qui apprend à partir de données, eh bien, il va forcément être biaisé par le choix des données qu'on a fournies. Donc, notamment, si on a des données fausses, forcément, derrière, ce qui sera capable de prédire comme classe, si c'est un programme de classification, eh bien, ce sera erroné. D'accord? S'il y a un biais dans le choix des données, ce sera aussi un choix erroné. Donc, je vous ai mis là deux exemples avec des liens. Vous pourrez cliquer dessus si vous voulez. Le premier ici, un algorithme Google confond des noirs et des gorilles. Alors pourquoi? Tout simplement parce que Google a mis en place un algorithme qui essayait de reconnaître des êtres vivants sur des images. Et puis, ils ont utilisé comme base pour les personnes la base du personnel Google. Et chez les employés de Google, il se trouve qu'il y a très peu de noirs. Et donc, l'algorithme a été biaisé. Finalement, comme on lui a soumis que des personnes blanches quasiment comme étant des humains, pour lui, quelque chose de quel est un être vivant de noir ne pouvait pas être un humain. Et donc, après cette phase d'apprentissage, l'algorithme, quand il voyait des personnes noires, les reconnaissait plutôt comme des gorilles que comme des humains. D'accord? Il y a pas d'algorithme raciste là-dedans. C'est juste que on est parti sur une base d'apprentissage biaisée. Vous avez aussi un autre exemple ici, l'algorithme de Microsoft qui devient raciste. Microsoft a essayé de mettre en place un robot de chat sur des forums.
Et le robot, au départ, il savait pas dire grand-chose, et il a petit à petit bien appris de ce qui s'échangeait sur le forum. Et donc, à partir du moment où, eh bien, les propos qui ont été tenus sur le forum ont été en partie des propos racistes tenus par certaines des personnes inscrites au forum, eh bien, l'algorithme a appris derrière les réflexions qu'il y avait dans ces propos racistes. Et donc, l'algorithme s'est mis à tenir des propos racistes, ce qui fait que Microsoft a dû très vite retirer son algorithme, enfin son robot. D'accord? Est-ce que je peux me permettre d'ajouter deux, trois Bien petites sûr. choses, s'il te plaît? Je vais déjà être chiant, je sais, je suis d'accord, excusez-moi. Non, non, mais vas-y, vas-y. Heu, alors l'algorithme en question, je pense que tu je pense que tu le sais, mais je ne sais pas si tout le monde le sait. En l'occurrence, il l'avait lâché sur Twitter. Ouais, je sais plus sur quelle forme c'était, sur L'anecdote n'est Twitter. pas anodine, c'est pour ça que je me permets de Ouais, préciser. Mais j'ai aussi 2 autres exemples, historiques si on a un petit peu peur de traiter ces 2-là avec, les élèves. Il y a celui d'une entreprise, justement une entreprise en informatique qui avait lancé, je crois que c'était en 2015, un algorithme d'intelligence artificielle pour traiter c'était dans les ressources humaines pour traiter les CV qu'ils recevaient. ouais. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'en fait, les CV qui étaient jetés, enfin, il y avait les CV des femmes qui n'étaient pas conservés parce que par le passé, justement, l'entreprise avait embauché peu de femmes. Or là, il y avait beaucoup de demandes de la part de femmes parce que les femmes étaient de plus en plus présentes dans le domaine de l'informatique. Et c'est pas dommage. Euh, mais du coup, il y avait eu ce biais-là. Heureusement qu'ils se sont rendus compte, ils ont dû la laisser tomber. Et il y a aussi euh, des juristes américains, des tribunaux américains qui avaient créé une intelligence artificielle pour leur filer un coup de main aussi c'était pour traiter des cas un peu plus rapidement, rendre la justice un peu plus rapidement, mais surtout de voir quelle sentence ils pouvaient mettre en fait en fonction des sentences qui avaient été données par le passé. Et ils se sont rendus compte d'un truc, c'est que l'intelligence artificielle finissait par donner des sentences beaucoup plus graves pour les mêmes motifs. Elle donnait des sentences beaucoup plus graves justement aux blacks, tout simplement parce que déjà la police arrêtait plus de blacks que de non blacks. Déjà, il y avait ce premier biais-là. Et ensuite, ce qu'on pourrait dire les jurisprudences, donc l'apprentissage qui avait été fait par le passé, fait que traditionnellement, il était donné des sanctions plus graves à ceux qui étaient de couleur noire. Donc Ouais. ces biais-là peuvent vraiment se cacher partout. Il faut faire super. Je me permets d'intervenir parce que j'ai bossé dessus avec mes terminales en enseignement scientifique quand on a fait les intelligences artificielles. Et je trouvais que ces exemples étaient intéressants et on peut justement les rapprocher de tout ça. Voilà. Encore une fois, désolé d'avoir Non, non, interrompu le mais pauvre. faut pas hésiter. Et ce biais-là, ceci dit, hein, qu'on trouve dans les intelligences enfin, dans les dites intelligences artificielles, on le trouve aussi chez les humains. Pourquoi est-ce que on parle maintenant effectivement de ce qui est genré, pas genré, ou ce genre de choses? Parce que tout simplement, on a l'image qu'un garagiste, c'est un homme, donc les femmes spontanément ne se tourneront pas vers la mécanique auto. Et puis inversement, d'ailleurs, c'est dans le nom, on parle d'une sage-femme, donc c'est vrai qu'on a très peu d'hommes qui font des études de sage-femme. Et voilà, c'est pas qu'une histoire de choix, il y a vraiment les mêmes biais qu'on va trouver. Et d'ailleurs, en l'occurrence, j'ai ma sœur qui est sage-femme, et j'ai vu dans des maternités que, eh bien, quand il y a un homme qui arrive, même s'il est sage-femme, on va l'appeler docteur en pensant qu'il est gynécologue, alors que quand il y a une femme qui arrive, même si elle est gynécologue, on va la prendre pour une sage-femme ou une infirmière. Voilà, il y a ces biais-là, on les trouve aussi chez l'humain, hein. Donc voilà, donc juste pour préciser ça, et que pour autant, on est un petit peu dans la même chose. C'est pas le fonctionnement de base qui est raciste, sexiste, ségrégationniste ou tout ce que vous voulez. C'est tout simplement qu'à partir du moment où on a un environnement pour, on va dire pour l'être humain, ou une base d'apprentissage pour un algorithme d'apprentissage qui est biaisé, et bien derrière, forcément, on aura des résultats biaisés. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est fondamental, et plus que l'algorithme des cas plus proches voisins, qui est un algorithme d'apprentissage parmi tant d'autres, puis qui est pas toujours évident pour tout le monde. À mon avis, c'est ce qu'il faut un petit peu présenter à ce niveau-là, c'est étendre un petit peu sur tous les aspects intelligence artificielle. Alors mettez de gros guillemets autour d'intelligence. D'ailleurs, il y a un livre dont le nom m'échappe que je vous invite à lire, qui est sorti l'année dernière, qui a été écrit par
Ah, ah. Quelqu'un qui est à l'origine notamment des moteurs, enfin des, qu'on appelle ça, des enceintes connectées intelligentes, là je sais plus comment on appelle ça, et qui démystifie très fortement le concept d'intelligence artificielle en disant que on est encore très très loin de ce qu'on appelle de l'intelligence. Voilà, n'hésitez pas à diverger et à digresser sur ces sujets-là. Voilà, et après, oui, alors les humains auteurs du code, ça peut en avoir des biais, effectivement, notamment dans la structure des interfaces, par exemple, il y a beaucoup de choses qui sont un peu biaisées, mais là, typiquement, l'algorithme, il n'y a pas de biais, il aurait pu être écrit par une femme, ça vient vraiment, si je parle des algorithmes d'apprentissage en général, de la base de connaissances. Alors, pour ce qui est intelligence faible et intelligence artificielle forte, on considère, oui, que ce qui serait fort, c'est à partir du moment où on pourrait vraiment plus distinguer ce que fait l'IA de ce que fait un humain. Et notamment, on est plus spécifique à un domaine. Là où pour le moment, tout ce qui est dit intelligence artificielle, ça s'est travaillé que sur une chose. Quand vous prenez par exemple le programme AlphaGo, qui est maintenant capable de battre n'importe quel joueur humain au jeu de Go, eh bien, il sait faire que ça. Vous lui demandez juste de prendre rendez-vous chez le médecin, il ne saura rien faire. D'accord? Voilà. Autre chose aussi, c'est que très souvent pour l'apprentissage, donc les données nécessitent un pré-traitement. C'est ce que j'ai mis ici dans les transparents, enfin dans le support de cours. Et par exemple, si vous voulez apprendre sur une image, si vous travaillez directement sur les pixels, vous n'allez quasiment rien apprendre. En plus, tout simplement, vous décalez toute votre image d'un pixel vers la droite, eh bien, vous n'avez plus aucun point commun avec l'image du départ. C'est pareil si vous augmentez la luminosité de 10%. Ce sont des choses où il ne va plus rien se passer. Donc si on fait par exemple de l'apprentissage sur une image, il ne faudra pas travailler sur les pixels en eux-mêmes. Voilà, donc on a aussi ça qui est à prendre en compte, c'est de l'apprentissage. On ne le lance pas forcément sur n'importe quoi comme données. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que une des grosses raisons du succès de Python, c'est pas la seule, hein, mais c'est une des raisons, c'est que dans Python, maintenant, il y a plein d'algorithmes codés pour implanter des calculs mathématiques assez lourds, des calculs justement sur les données. Alors en fait, ils ne sont pas implantés en Python, ils sont implantés en C, et derrière, vous avez une interface qui permet d'utiliser depuis Python. Donc ça reste quelque chose de très efficace, contrairement à si ça avait été codé en Python, mais c'est relativement plus facilement utilisable que s'il fallait savoir écrire en C. Et donc ça donne l'impression, le fait que ces algorithmes soient disponibles, soit sur l'étagère, comme diraient les Anglais, que à partir de ce moment-là, n'importe qui peut faire de l'apprentissage. Eh bien non, en fait, l'apprentissage, ça reste quelque chose de compliqué. Reste un travail d'expert qui nécessite justement de savoir faire les pré-traitements nécessaires, de savoir choisir la bonne base d'apprentissage, etc. Voilà, donc il y a plein de précautions à mettre autour de ces notions d'apprentissage, d'intelligence artificielle, etc. Et donc, dans le programme du DIU, il y a l'algorithme des cas plus proches voisins. Et s'il est au programme du DIU, c'est parce qu'il est au programme de NSI. Alors, qu'est-ce que c'est que l'algorithme des cas plus proches voisins? Eh bien, c'est un algorithme qui se résume comme ça. Donc, on a deux phases, comme dans tous les algorithmes d'apprentissage. Une phase d'apprentissage, une phase d'exploitation. Mais là, la phase d'apprentissage, elle est quasi réduite à rien du tout. On collecte des données, donc on a des données étiquetées où on sait que telle donnée, elle fait partie de telle catégorie. D'accord? Et donc ça pourrait donner la chose suivante. Je vais vous faire ça là. Voilà, donc là, vous voyez, vous avez, si je ne me trompe pas, je vérifie ce que vous voyez, voilà. Ici, vous avez un dessin qui représente des données dans un espace à deux dimensions. Et on voit bien que suivant les valeurs de ces données, il y en a certaines qui font plutôt partie de la classe verte, d'autres de la classe orange et d'autres de la classe rouge. D'accord? Maintenant, voilà, ça c'est ce qu'on a observé, si vous voulez, dans les faits. On a observé qu'une donnée qui était ici, ben, sa classe était vert. Une donnée qui est là, sa classe c'est orange. La donnée qui est là, sa classe c'est aussi orange, etc.
Voilà, donc ça, c'est ce qu'on sait. Et puis maintenant, on voudrait, quand on a une nouvelle donnée, par exemple, tiens, j'ai une donnée qui apparaît ici, là où j'ai mon pointeur de souris, je voudrais lui essayer de dire de quelle classe elle fait partie, sans faire toute l'étude, parce que si ça se trouve, là, pour arriver à déterminer la classe de ma donnée verte qui est là, il a fallu que je prenne mon échantillon, que je le découpe en morceaux, que je lui fasse faire tel et tel traitement, et puis que j'observe au microscope. Bref, ça a peut-être pu prendre 10 jours. Et moi, je voudrais, tiens, j'ai une donnée qui est là, et tout de suite, je voudrais dire, bah, a priori, cette donnée-là, on peut penser qu'elle sera verte. D'accord? Ça semblerait assez logique. Donc voilà un petit peu ce que c'est que ce qu'on veut faire avec de l'apprentissage donc supervisé. Alors pour ça, le principe de l'algorithme des cas plus proches voisins va être le suivant. J'appelle D la donnée inconnue dont je dois prédire la classe, donc l'étiqueter. E, c'est l'ensemble de mes données d'apprentissage. Donc E, c'est l'ensemble des points que vous avez pu voir ici. D'accord? E, c'est l'ensemble de mes points là. Et D, c'est ma donnée qui est là où j'ai mon curseur ici. Pardon, vous ne voyez pas. Voilà. Donc je disais, donc D, c'est l'ensemble de mes points ici. Pardon, c'est l'ensemble de mes points avec leur classe. Et puis, eh bien, ma donnée, D, c'est un point que j'ai là, ici. Et mon but, c'est de déterminer la classe de D. Donc là, j'aurais envie de dire qu'a priori, il y a des chances que ce soit vert. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ici dans l'algorithme des cas plus proches voisins? Je vais déterminer l'ensemble des cas données les plus proches de D. D'accord? Donc, je cherche les données qui sont les plus proches de la donnée que j'ai étiquetée. Et sur ces données-là, je vais chercher la classe majoritaire. Donc, c'est pareil. Si je reviens ici, je suis là. Je cherche les 10 données les plus proches. Ça va me donner à peu près quelque chose comme ça. Et ben, je vais m'apercevoir que là-dessus, j'ai peut-être 2 données oranges et puis 5 données vertes. Donc, je vais en déduire que, a priori, cette donnée-là, elle sera verte. Est-ce que c'est compris? Non, c'est pas les cas moyennes, c'est les cas plus proches voisins. KNN. Voilà, donc ça, c'est l'algorithme des cas plus proches voisins. Alors, on voit bien que cet algorithme, il dépend de deux choses. C'est la valeur de k et c'est la distance utilisée. D'accord? Alors oui, ça peut effectivement, par exemple, trouver le département quand on connaît la position d'un point. Si on connaît toutes les communes environnantes, on peut essayer de rechercher du coup les cas communes les plus proches et avoir une idée de ce que c'est. Alors par contre, attention, c'est pas du deep learning ça, hein, par contre, d'accord? Alors, justement, donc, le choix de la distance. En général, on va utiliser une distance euclidienne, d'accord? Alors après, distance euclidienne telle qu'elle ou pas, ça va dépendre aussi. Est-ce qu'on a des coordonnées qui varient selon des axes qui ont des échelles à peu près similaires ou pas, hein? Si on a une donnée qui varie entre 0 et 1 et l'autre entre 0 et 100 millions, on va bien se dire que la distance euclidienne, c'est peut-être pas forcément ce qui est pertinent. Si la donnée qui varie entre 0 et 1 a quand même son importance. Donc faut éventuellement la normaliser un petit peu. Voilà. Après, il reste le problème de K. C'est quoi le meilleur K finalement? Est-ce que c'est prendre 1? Est-ce que c'est prendre 5? Est-ce que c'est prendre 30? Alors en général, pour choisir le bon K, on va utiliser un principe de validation croisée. Ça veut dire quoi le principe de validation croisée? Ça veut dire que, souvenez-vous, j'avais une base d'apprentissage faite. Par exemple, ici, si je reviens sur mon schéma, là, je ne sais plus combien j'ai mis de points, j'ai dû en mettre une centaine. Je vérifie. C'est ça, là j'ai 100 points, d'accord? Ici. Et bien sur ces 100 points, je vais en extraire 80% au hasard, donc 80 points, qui vont me servir à l'apprentissage. Et les 20 autres points, je vais les garder pour valider. D'accord?
Et je vais faire des essais avec différents cas, différentes valeurs pour K. Ici, c'est ce que je dis. Je sépare la base d'apprentissage en deux tas. Et après, je vais essayer différentes valeurs de K. Et je vais regarder pour quelle valeur de K j'obtiens le meilleur taux sur les 20% que j'ai gardés pour la validation. Donc j'apprends sur 80%. Après, sur les 20% qui restent, j'applique mon algorithme et je regarde la classe prédite par rapport à la classe connue. Et j'obtiens donc un taux de satisfaction, un taux de correction, et je vais garder le cas qui me donne, enfin la valeur de cas qui me donne le meilleur taux. D'accord? Voilà, donc ça c'est la validation croisée de base. Après, on peut éventuellement l'améliorer un petit peu, cette validation croisée, en faisant 5 tas. C'est-à-dire que mon ensemble d'apprentissage de 100 données, je vais le séparer en 5 paquets de 20. 5 paquets de 20%, et donc là, 5 paquets de 20 puisque j'ai 100 données. Et à chaque fois, je vais apprendre sur 4 paquets, valider sur le 5e. Et je fais ça avec eh bien, les 5 façons possibles d'isoler un paquet parmi les 5 pour la validation et de prendre les 4 autres pour l'apprentissage. Et puis, je calcule donc, pour chaque valeur de K, je regarde les résultats que ça m'a donné. Et à la fin, je garde la valeur de K qui, en moyenne, sur l'ensemble de mes 5 cas, de mes 5 essais, m'a donné la meilleure satisfaction. D'accord? Donc voilà ce que c'est que le principe de l'algorithme des cas plus proches voisins. Donc là, je vous ai, en fait, j'ai refait ça ce matin, je n'avais pas mis les schémas dans ce que j'avais fait il y a 2 ans. Donc ici, on a l'exemple de mes données, et puis je vais générer là, donc là, ça c'est, je parle ici du processus de déterminer K. Hein. Je montre juste que c'est que l'algorithme d'apprentissage, l'exploitation de l'algorithme des cas plus proches voisins. Donc ici, j'ai mes données. Là, je vais générer en noir, ici, des données aléatoires dont je ne connais pas la valeur. Donc voilà, ici, on le voit un peu plus gros. D'accord? Je vais vous le grossir un petit peu. On voit qu'ici, j'ai plein de données noires, là, représentées par des étoiles, dont je ne connais pas la classe. Et je vais lancer mon algorithme des cas plus proches voisins pour essayer d'apprendre les classes de ces données-là. Et derrière, j'obtiens ça. Je vais vous grossir encore un petit peu plus. Voilà. Donc, on les voit toujours représentés par des étoiles ici. Donc, on voit bien que ça a bien été prédit comme du vert, ça comme du vert, du vert, du vert. Donc, on voit bien que tout ce qui est par là, c'est prédit comme du vert. On voit bien que tout ce qui est par là, c'est prédit comme du rouge. D'accord? Ce qui est par là, c'est bien prédit comme du orange. Maintenant, on va observer quand même quelques petites erreurs. Genre, les 2 données qui sont là, elles sont prédites comme du orange. Peut-être qu'on aurait préféré qu'elles soient indiquées comme étant rouges. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est pour un petit peu illustrer ce principe de la loi des cas plus proches voisins. Monte Carlo, le problème de Monte Carlo, c'est qu'il faut... quand tu tires une donnée au hasard, tu ne sais pas quelle est sa valeur, d'accord? Là, si, ici, que je retourne sur le bon écran. Donc, ma donnée ici qui est là, eh ben, je ne sais pas quelle est sa classe, mais ce qui est autour, je ne sais pas aussi. Je connais vraiment que les classes de certaines données bien précises. D'accord? Donc, on ne peut pas se contenter d'un tirage aléatoire pour essayer de prédire la classe. Il faut vraiment que je regarde les données qu'il y a autour. Voilà, donc maintenant, moi, je vais laisser ma voix se reposer un petit peu. Et puis, eh bien, ça va être à vous d'implanter l'algorithme KNN. Donc, pour ça, je vous mets ici un code qui permet de générer ici des données en fait qui vont correspondre à ce que vous avez pu observer
sur le schéma ici, d'accord? Donc ça va vous donner des classes vert, orange, rouge, ici, selon la position des données. Alors évidemment, si vous regardez le code, vous allez voir comment les classes sont déterminées, mais on suppose que ça, on n'est pas censé connaître les règles ici qui déterminent ça. Donc on a ici une classe point qui permet de générer un point avec donc soit on donne les coordonnées, il n'y a pas de classe, soit ici, donc on a en fait deux fonctions, générer point classe, donc là on connaît la classe du point, et ici générer point non classé, on ne connaît pas la classe du point. Donc là ici, pour générer un point dont je connais la classe, eh bien je calcule une abscisse donnée au hasard entre 0 et 10, hein, c'est l'intervalle sur lequel je classe mes données, et là je termine ma classe et je génère mon point. Et puis pour générer un point dont je ne connais pas la classe, je passe juste ici une abscisse donnée générée aléatoirement. Et puis là, j'ai une fonction générer base connue, ici, qui me permet de générer une liste de n points avec une classe associée, puisque j'appelle la fonction générer point classé. Donc là, on va pouvoir générer la base connue sur laquelle je vais apprendre et la base de vérification, qui est aussi une base connue, mais qui va me servir à valider ce que j'ai appris ici. Et puis pour ça, eh bien, je vais vous demander d'écrire un algorithme qui implante, enfin un programme qui implante l'algorithme des cas plus proches voisins, sachant que ici, bah, vous n'allez pas regarder la correction pour le moment, hein, mais je vais juste vous montrer le prototype de la fonction que vous allez devoir définir. Donc c'est la fonction associée classe qui est ici, d'accord? Donc cette fonction, elle prend une base connue, donc c'est ce que vous aurez généré ici, base connue à gérer base connue. Elle prend un ensemble de classes possibles, donc ici j'ai défini c'est ça. Elle prend un point à classer, donc un point qui est défini ici par ses coordonnées x et y, et k ici qui est le nombre de plus proches voisins à regarder. Et donc le principe de la fonction associée classe, c'est de parcourir dans la base connue ici tous les éléments, de déterminer les cas plus proches du point à classer, sur cela chercher la classe dominante et proposer cette classe-là comme classe pour le nouveau point. D'accord? Alors surtout, vous ne regardez pas le code de la fonction que j'ai écrite parce qu'en plus, c'est une fonction dans laquelle je fais beaucoup appel à de l'aspect fonctionnel. Donc je vous la commenterai après. Et donc maintenant, je vous laisse travailler un petit peu. Moi, je vais couper mon micro, sauf pour répondre à vos questions. Et vous pouvez travailler. Alors, le plus, si au choix, vous travaillez tout seul ou à deux. À plus que deux, ça va être compliqué parce que c'est quand même quelque chose de très monobloc. Mais vous pouvez travailler tout seul ou à deux, comme vous voulez, pour essayer d'implanter cette fonction-là. Voilà. Allez, je vous laisse travailler un peu. Donc si on reprend un petit peu, je ne sais pas où vous êtes, mais vous voyez que dans la classe point, j'avais déjà défini une méthode ici qui s'appelait distance carrée, qui renvoie le carré de la distance euclidienne, effectivement, pour déterminer les éléments les plus proches. J'ai pas obligation de déterminer, de calculer la racine carrée de la somme des carrés en x et en y, puisque la racine carrée est une fonction croissante. Je peux me contenter de comparer les carrés des distances. C'est toujours un petit peu plus rapide que d'utiliser la racine carrée, d'accord, sans rien changer. Alors, donc pour réussir la classe, enfin utiliser la classe, il y a pas grand chose à faire. La première chose, c'est ici, j'ai la fonction qui permet de générer ici une base connue. Donc là, ça m'envoie une liste de points. Et après, sur mes points, eh bien, il faut que je récupère la distance au point courant.
Donc la fonction ici que je viens de définir, elle est là. Il faut déjà qu'elle soit capable de calculer la distance du point classé ici à chaque point de ma classe. Alors, je vais vous faire déjà la correction de cette première phase sans utiliser la notation fonctionnelle que j'utilise moi dans la correction. Donc, on va venir là. Je vais donner un autre nom à mon fichier, voisin tracé de .pi. Là, je vais virer tout ça. Donc, pour chaque point connu, j'ai créé un couple classe distance. Donc, tout simplement, ici, je vais faire un liste couple. Ah, t'inquiète pas, je corrige juste le tout début de la fonction. Liste couple point distance. Donc couple égale point virgule point à classer point j'avais comment distance carrée de un point classé. Voilà. Et après, vous voyez pas ce que je fais? Ah oui, autant pour moi. Elle, on va la fermer. Vous n'avez pas une assez bonne vue pour voir à travers les fenêtres. Voilà, donc ici, vous voyez ce que je fais, c'est que pour chaque point connu, eh bien, je vais créer un couple ici, point, et puis la distance de mon point classé au point en question. Alors, pardon. Ça, voilà. Donc, autrement dit, avant, j'avais les points A, B, C. Ben maintenant, j'ai les couples A, il est distant de 2, B, il est distant de 3, C, il est distant de 1, il est distant de 1, etc. Pardon, c'est pas classe ici, c'est point. Distance au point. Ah, Bruno, là, je peux oui, te demander un truc parce que oui, j'essaye de suivre, mais je comprends pas quand je vois base vérif et base connue. oui. J'ai un couple de coordonnées et des crochets avec une couleur. Et ça, c'est parce que ça a été défini comme une classe de points. C'est ça. Mais mes points, Donc j'ai c'est bon. décidé que certains étaient classés. Enfin, je vais supposer dans mon algorithme que certains, je les identifie comme faisant partie de la catégorie verte, d'autres de la D'accord. catégorie orange et d'autres de la catégorie rouge. D'accord, merci. D'accord? Merci. Alors, la classe, c'est pas forcément une couleur, mais c'est vrai que là, pour visualiser, j'ai plutôt mis directement une couleur. Après, si la classe était autre chose, ça pourrait être par exemple grand, moyen, petit. Pour visualiser, on pourrait faire une fonction de conversion qui me convertit ma classe en couleur. C'est parce que c'est plus facile pour la visualisation d'avoir des couleurs.
Alors, c'est pas le nom du point dans la liste, c'est le point en lui-même que je garde. Pourquoi je le garde? Parce que derrière, il faudra que je récupère sa classe. D'accord? Alors, tu vas me dire, du coup, j'aurais pu ne garder que sa classe. C'est vrai. Et ben, classe, tiens, je peux mettre ici, d'ailleurs, point classe. Et du coup, ça revient finalement à ce que j'ai mis comme premier commentaire. Alors là, pour le moment, j'en suis pas encore à déterminer combien de fois c'est orange ou rouge ou vert. Ça, je vais le faire après. Pour le moment, mon intérêt, c'est effectivement d'associer à chaque point en fonction de la distance, la couleur. Alors, En l'algorithme, fait, oui, pardon. Ce que je voulais dire, c'est si on ne fait que récupérer les noms des couleurs, ça ouais. suffit aussi pour savoir laquelle est la plus fréquente. Enfin, sur les cas premières, laquelle est la plus fréquente. Oui, mais là, pour le moment, j'ai pas encore les cas premières. Non, mais là, si on ne fait que conserver que les noms des couleurs dans un Oui. tableau, est-ce que ça suffirait Ben pour la non, parce suite? que le problème, c'est que là, je parcours tous mes points. Et moi, il faut que je m'intéresse qu'aux cas les plus proches. Ah ouais, c'est vrai, donc il faut connaître les cas premiers. Donc il faut D'accord? les couleurs et les distances alors. Voilà. Donc là, il faut les couleurs et les distances. Ok. Oui, on peut utiliser un dictionnaire, mais oui. Après, le problème, Question c'est bête. que là, je vais vouloir maintenant mon tableau, ma liste, je vais vouloir la trier par distance décroissante, par distance croissante. Et avec un dictionnaire, je peux pas faire de tri. Et d'ailleurs, en parlant de ce tri, est-ce qu'il serait pas plus intéressant de la trier au fur et à mesure qu'on la crée, finalement? Alors, non, ce qui serait intéressant, si on voulait que ce soit plus efficace, ce serait tout simplement, à partir du moment où j'ai plus de K points, je ne rajoute un point que s'il est plus proche que le précédent plus grand que j'avais. Oui, aussi. D'accord? Là, je suis d'accord que l'algorithme que je fais ici, c'est pas le plus efficace. Mais c'est histoire que les choses soient claires. L'idée, sinon, ce serait de dire, tant que j'ai pas K points, je les rajoute. Enfin, si, l'avantage de le tri au fur et à mesure, c'est que du coup, je saurais que le plus éloigné jusqu'à présent, c'est le dernier. Donc, ça aura un intérêt ici, effectivement, de maintenir ma liste triée avec, par exemple, un tri par insertion, puisqu'à chaque fois, j'ajoute un nouvel élément. Et du coup, quand j'arrive à un nouvel élément, je regarde s'il est plus proche que mon précédent plus éloigné, si je suis au-delà de K. Si c'est le cas, du coup, je le rajoute dans mon tableau à la bonne place et j'élimine celui qui était jusqu'à présent le plus loin. Donc on se prend la tête à implanter tout ça ou on l'a fait à la cool? Alors, moi, je pense que pour expliquer à des élèves de lycée, vaut mieux rester simple sur ce que je fais là, même si effectivement, c'est pas le plus efficace. Après, l'étude de la complexité, elle est au programme d'ailleurs plutôt de terminale. Donc c'est pourquoi pas l'occasion d'y revenir en disant, mais tiens, c'est vrai que finalement, est-ce que ce machin-là, c'est si efficace que ça? Est-ce que je pourrais pas faire mieux? Voilà. Mais je pense que dans un premier temps, si on ajoute déjà de l'optimisation dès qu'on présente l'algorithme, c'est un peu compliqué. Ok, d'accord, bon, on va y aller à la cool. Merci. D'accord? Et Bruno, là, on suppose qu'on a le droit de réutiliser les tri rapides pour trier notre liste? D'utiliser? Le tri rapide qu'on a fait Ah, on par utilise même récupération. carrément Sorted du Python. Et sortie, comment tu dis pour sortie pour sortir, comme tu dis? Ah! Suivant le deuxième. Ah, bah Ah, ça, mais tu vas encore me balancer un lambda, toi? c'est ça. Ah non! Allez, vas-y, fais voir. Alors, Je bloque là-dessus pour alors, donc maintenant, l'instant. je vais dire, donc, trier Il triche, euh, monsieur. la liste par distance croissante. Donc, ce qu'il va falloir faire, effectivement, c'est faire donc ici liste triée. On va faire sorted de
liste couple point distance. Jusqu'à présent, il n'y a pas grand-chose. Et maintenant, on va passer ici par un paramètre nommé de la fonction qui s'appelle qui, et qui est la fonction qui a un point associe, qui a un couple, associe la deuxième coordonnée, donc couple de 1. Ça, en fait, ça veut dire que du coup, il va utiliser pour le tri la valeur qui est couple de 1 pour chacun des couples de ma liste, et que là-dessus, il utilisera l'ordre de tri naturel, donc un tri croissant. Par rapport Sauf à la que là, distance. ça reprend le couple que toi, tu as fait. Faut pas que je réécrive ça si j'ai pas pris couple. Oui, enfin, ça c'est juste parce que... Toi, tu as couple de lignes au-dessus. Oui, mais peu importe du couple que j'ai là, c'est juste parce que là, ma liste, c'est une liste de couples. Si tu veux l'appeler D'accord. Toto, là, tu l'appelles Donc, je Toto. Hein. m'adapte. D'accord, ok. D'accord. Ça, c'est un paramètre de fonction. Donc, si tu veux l'appeler X ou C comme couple, tu peux l'appeler C. Ah oui, d'accord. D'accord. D'accord, mais c'est plus clair pour moi, quoi. Qui à chaque élément le substitue par son deuxième élément. C'est ça. Parce que, attendu que c'est une liste, d'accord. Et ça veut dire que c'est la valeur qui est utilisée pour le tri. Derrière, ça restera une liste de couples point distance. D'accord, merci. Mais ce qu'on utilise pour le tri, c'est pas l'élément lui-même, c'est l'élément de 1. Mais il n'y avait pas un truc aussi pour les tris en sorte, point sorte, avec on pouvait mettre en paramètre optionnel justement la clé. Alors, il n'y avait pas un truc comme ça aussi? point sort ou sorted, ça fait à peu près la même chose que point sort, ça trie la liste elle-même. Sorted, ça génère une nouvelle liste qui est triée sans toucher à la première. Mais sinon, ça fonctionne de la même façon. Mais point sort, je crois que j'avais cru entendre la fois dernière qu'on pouvait mettre en fait la clé, le numéro de la clé grosso modo qui nous permettait de faire. Non, c'est pareil, il faut que je mette ça qui égale lambda c de point C2. Ah ouais. D'accord. Alors Fabienne, tu voulais que je réexplique en fait mon qui ici, c'est ça? Alors, pour faire un tri, là en fait j'ai une liste de couples. Donc par exemple, ma liste, ça pourrait être la liste. Donc plutôt que de représenter mes points par abscisse ordonnée couleur, je vais dire qu'ils ont un nom. Je vais dire c'est A, il a une distance de 2. D'accord? Donc ça c'est un couple. J'ai après B, il a une distance de 3. J'ai C, il a une distance de 1. D'accord? Pour trier cette liste-là, eh bien, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que je vais en fait trier par rapport à 2, 3 et 1. Donc, par rapport à la deuxième composante de mes couples. Donc, comment je fais? Eh bien, la fonction sortie ici, elle prend une liste que je mets là. Donc là, si ça c'est L, ici, j'aurais pu mettre donc sortie de L. Mais sortie de L, comme ça nécessiterait qu'il puisse comparer deux couples. Par exemple, comment je compare A2 et B3? Ben ça, de base, il n'y a pas moyen de les comparer. Donc moi, je vais essayer de lui dire que plutôt que de comparer le couple A2 et B3, eh bien, il va comparer les valeurs 2 et 3. Autrement dit, pour chaque couple, ce qui va servir de comparaison, c'est la deuxième coordonnée, donc couple de 1. Et donc pour ça ici, je vais utiliser un paramètre nommé, donc qui est optionnel, qui s'appelle qui. Et ce paramètre, il prend ici pour valeur une fonction. Donc j'aurais pu décrire avant ici ma fonction def dist ici qui a un couple m'associe couple de 1. Enfin return couple de 1. Et là, j'aurais pu dire du coup qui égale dist. Je peux faire ça. Ça veut dire qu'ici, au paramètre qui, je lui passe en paramètre une fonction. Pas la valeur d'une fonction, une fonction. Je lui passe la fonction dist. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois qu'il devra savoir entre deux couples lequel est le plus petit et lequel est le plus grand, il ne prendra pas directement les couples, mais il prendra
les résultats des couples par la fonction. Donc ici, il prendra ce que donne 10 pour A, ce que donne 10 pour B, et c'est ça qui va trier par ordre croissant. Donc 10 pour A, ça donne 2, 10 pour B, ça donne 3. Donc il va en déduire que le couple A2 est avant le couple B3. D'accord? Donc je peux l'écrire comme ça. Mais cette fonction dist, ici, elle me sert qu'à ça. Elle n'a pas vraiment d'autre sens, ici. Donc plutôt que de lui donner un nom, comme j'ai mis là, eh bien, je peux la définir comme une fonction anonyme. C'est ce que j'ai mis ici. Et une fonction anonyme, c'est quelque chose qui commence par lambda. Après, ici, des paramètres, 2 points, et puis là, l'expression qui serait ce que j'ai derrière le return. Donc ici, le C, bah en fait, c'est le C que j'aurais pu avoir là. D'accord? Et le C de point que j'ai là, eh bien, c'est le C de 1 que j'ai juste après le return ici. D'accord? Et du coup, cette fonction dist, elle devient inutile. Alors, plutôt que de la supprimer, je vais vous la mettre en commentaire. Voilà. D'accord? Et donc, en faisant ça, ici, c'est ce que je fais. Alors, juste pour illustrer un petit peu ce coup des fonctions anonymes, je vais vous le faire ici. Donc là, je peux très bien écrire donc def f de x de point return x plus 1. D'accord? Donc là, si je fais f de 3, j'ai bien 4. J'y reviendrai, Laurent, on peut trier comme on veut. Et j'aurais très bien pu aussi écrire g égale lambda x de point x plus 1. Et là, g, c'est quoi? C'est une fonction. Si je fais g de 3, et ben ça fait 4. D'accord? En fait, les deux choses que j'ai faites là, en définissant la fonction comme ça, et là en définissant g comme ça, c'est exactement la même chose. D'accord? Sauf que cette fonction anonyme, là, je ne suis pas obligé de la stocker dans une variable. Je pourrais très bien écrire ici lambda x de point x fois 2 que j'applique à 4. Et ça vaut 8. D'accord? Quand je dis ici lambda x de point x fois 2, je suis en train de définir une fonction. Mais cette fonction, je ne lui donne pas de nom. Et tout de suite, je l'applique à 4. Et donc, ça vaut 8. Alors, le tri, donc là, je le fais dans l'ordre croissant. Pourquoi? Parce que je vais vouloir prendre, moi, les cas les plus proches. Donc, les 4 premiers éléments de ma liste. Si je veux trier dans l'ordre décroissant, je peux soit rajouter ici un virgule reverse égale true. Ça me permettrait de faire un tri dans l'ordre décroissant. Ou alors, je pourrais aussi mettre ici moins C de 1. Parce que du coup, en prenant l'opposé, bah, ça revient à inverser l'ordre de tri. Alors c'est pareil, ça je pourrais vous le faire ici. Si je fais L égale donc ici A 2, B 3, C 1, D 0. Donc là j'ai ma liste L. Elle fait ça. Si je fais sortie de L ici, eh bien il m'a rien changé parce qu'il ne sait pas trop comment me trier. Mais excusez-moi, il faut que je rebranche mon ordinateur. J'ai oublié de le brancher. Voilà, ça va être mieux. Alors, si je fais maintenant sortie de L, virgule, qui égale donc lambda C de point C de 1. Ici, vous voyez que cette fois-ci, ma liste est bien triée selon la deuxième composante de chacun de mes couples. Et si je mettais moins C de 1, et bien cette fois-ci, forcément, moins 3, c'est plus petit que moins 2, qui est plus petit que moins 1, qui est plus petit que 0. Donc du coup, il me les a finalement triés
par ordre décroissant. Si j'avais mis mes couples comme ça, eh bien j'aurais pu trier aussi selon le premier paramètre ici. Donc là, ça m'aurait fait un tri par ordre alphabétique. Ah, j'ai 2 C. Ça devait être un D. D'accord? Alors, donc là, voilà comment j'ai ma liste triée par ordre croissant. Donc maintenant, comment je prends les cas plus proches? Eh bien, tout simplement, je vais prendre ma liste triée, mais que je vais restreindre aux éléments compris entre les indices 0 et K-1. Après, bah, il vous reste à compter les occurrences par couleur. Et puis bah, là, je vais vous laisser travailler à nouveau un petit peu. Bon, sinon, pour le tri, effectivement, plutôt qu'utiliser sortie d'ici avec le paramètre key, hein, vous pouvez utiliser votre tri rapide ou tri fusion de la dernière fois en modifiant comment vous comparez de données.
Donc, pour dire ce que je disais tout de suite à Jean-Nicolas, donc ce qu'on peut faire effectivement pour compter les occurrences par couleur, c'est qu'on va utiliser un dictionnaire qu'on va initialiser à 0 pour chacune des classes. C'est pour ça que je passais ici en paramètre de ma fonction associée classe, que je passais ici la liste des classes. Donc, comme ça, je peux faire ici, donc occurrence égale dict, et for class in class, deux points, dict de classe égale 0. Donc j'initialise à 0 pour chacune de mes classes. Et maintenant, for class d'ailleurs directement, une liste proche, un dict de classe plus égal 1. Et comme ça, eh bien, pardon, pas dict, occurrence. Excusez-moi. Donc occurrence, ça va être un dictionnaire qui, pour chaque classe, me donnera le nombre de fois que ces classes apparaissent dans les cas plus proches voisins. Oui, c'est vrai. Eh ben, c'est pas grave. On est d'accord. D'ailleurs, j'ai une classe ici, liste proche. J'ai écrit n'importe quoi. Donc, occurrence de, ici, c'est couple de, je vais être ici, classe. Non, pardon, ça c'était bon, celui-là. Et ça, c'est for couple. Donc ici, je peux même détailler, hein, classe égale couple de 0. Occurrence de classe. Alors, plus, ça n'existe pas en Python. Voilà, plus égal 1. C'est exactement ce que j'ai écrit, hein, sauf que je suis passé par une variable intermédiaire pour extraire classe, sinon, mais c'est ça. Bon, maintenant, il faut que je cherche le maximum ici. Donc, on peut faire une recherche de maximum, enfin rechercher la classe maximum. Donc, faire max égale 0, classe max égale none. Et alors, j'ai un petit doute sur comment on parcourt un dictionnaire en Python, je sais plus. Un truc intéressant. C'est for car, oui, c'est ça, for clé, for class. Indict, deux points. If, in, occurrence. If occurrence de classe est supérieur à max. Deux points. Max égale oui, maxi.
En fait, c'est une fonction qui est définie, ça peut être un mot réservé, mais bon. Donc maxi égale occurrence de classe et classe max égale classe. Voilà. Et return classe max. Voilà, donc là, en fait, on a l'algorithme des cas plus proches voisins planté ici pour un cas donné. Faut que je vérifie mon truc pour vérifier que... ça marche. Pourquoi ça ne vient pas ici? Pourquoi il ne me trace pas? Ah, mais c'est K20 trace 2, si ça se trouve, c'est pas le bon que je fais là. Il est là. Ouais, non, c'est bien bon. Voilà, alors maintenant que je vous ai fait ça comme ça, je peux vous détailler un petit peu la version que j'avais faite là, qui est beaucoup plus fonctionnelle. Donc on trouve d'abord, pour chaque point connu, on crée un couple classe-distance. Donc là, je suis passé par map. Donc qu'est-ce que c'est que map? C'est une fonction qui applique une fonction à une liste et qui renvoie à la liste générée. Donc par exemple, pour vous illustrer map, ici je peux faire donc double égale, enfin def double, x de point, return, pardon, def double de x, de point, return 2 multiplié par x. Donc voilà, donc vous voyez que double, c'est une fonction qui me double un nombre. Eh bien, si j'applique map, si à map je passe double sur la liste 1, 2, 3, eh bien vous voyez que ça me renvoie 2, 4, 6. Donc ça m'a appliqué double à chacun des éléments de ma liste de départ, et ça m'a renvoyé eh bien, la liste constituée de ces doubles. D'accord? Donc voilà ce que c'est que map. Alors, pourquoi ici je mets liste? Parce qu'en fait, map, de base, ça ne renvoie pas directement une liste. Ça renvoie un objet qui est itérable. Autrement dit, on peut le passer en paramètre à un for, par exemple, pour parcourir les éléments. Et puis, liste, c'est un constructeur de type liste qui permet, à partir de quelque chose d'itérable, de reconstruire une liste. Donc, en fait, c'est ce que fait liste. Il parcourt successivement les différents éléments de ce que map propose et va construire une liste qui contient ces éléments-là. Donc, c'est pour ça que si je veux avoir ça sous la forme d'une liste, il faut que je fasse liste de map de ma fonction et 1, 2, 3. Donc, juste, plutôt que de mettre ici ma fonction, j'aurais très bien pu mettre ici lambda x de point 2 multiplié par x. Et ça faisait exactement la même chose. Donc, on retrouve le principe des fonctions anonymes qu'on avait pu voir tout à l'heure. Donc là, ce que je fais, et pardon, ici, c'est que je commence à construire une liste qui, pour chaque point, m'associe sa classe et sa distance au point à classer. D'accord? Donc en fait, ça, c'est ce que je vous avais fait faire. J'ai bien ici une liste de couples, la classe, la distance. Après, je trie mes éléments. Bon, ça, on l'a vu.
D'accord, j'utilise ici. Alors, soit je fais sortie de la liste et ça m'envoie une nouvelle liste, soit je fais un tri en place en sorte. Et du coup, ici, je dois passer le paramètre key, ici, comme pour sortie tout à l'heure. Ensuite, je garde que les cas premiers. Bah, ça, c'est le 2.k qu'on a également vu tout à l'heure. Maintenant, il faut que j'associe à chaque classe le nombre d'occurrences parmi les cas plus proches voisins. Alors, c'est là que je me suis un petit peu amusé. Cette fois-ci, je vais appliquer à ma liste, non pas la fonction map qu'on a vu tout à l'heure, mais la fonction filter. Donc, filter, une fonction qui prend en paramètre ici une liste. Donc, ici, ma liste des distances. Et en premier paramètre, ça va également prendre une fonction, mais cette fois-ci, ça prend une fonction à valeur booléenne, donc quelque chose qui renvoie vrai ou faux. Et ça me garde dans la liste de distance que les éléments qui renvoient vrai par cette fonction-là. Donc ici, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train, ici, pour chacune de mes classes, dans ma liste de classes que j'ai passée ici en paramètres, je vais constituer un dictionnaire, vous voyez, j'ai des accolades, où à la classe donnée, ici, j'associe len, donc la longueur, de ce qui m'a été renvoyé par filter. Autrement dit, ça va par exemple pour la première classe, donc la classe verte, ça va me constituer dans mon dictionnaire vert, 2 points, et là, le nombre d'éléments de ma liste distance pour lesquels la première composante ici vaut vert, enfin green, d'accord? Et ça fait pareil pour orange et pour red. Donc là, comme ça, j'obtiens un dictionnaire. J'obtiens en fait la même chose que ce que je vous ai mis, mais écrit en une seule ligne, notation fonctionnelle. Donc un dictionnaire qui, pour chaque classe, m'associe le nombre d'occurrences de la classe en question parmi les cas voisins les plus proches. Donc au passage, la notation que je vous mets là, hein, cette version complètement fonctionnelle, elle est pas du tout au programme de NSI. Mais l'idée, c'est pour ça que, enfin déjà, je vous ai fait avant une version pas fonctionnelle, et c'est que vous ayez aussi un petit peu plus de recul là-dessus, et que vous voyez un petit peu ce genre de choses, et que quand vous aurez à parler des paradigmes, et notamment du paradigme fonctionnel, puisqu'à un moment vous devrez parler un petit peu différents paradigmes, voyez un peu ce qui se cache derrière la notion de paradigme fonctionnel. Ouais, map et filter, ça existe en JavaScript. En Java, ça existe depuis Java 8. Et puis, bah, c'est quelque chose qu'on trouvait dans les langages fonctionnels à la base, hein, qu'on trouvait dans Lisp, qu'on a trouvé dans Camel ou au Camel, qu'on trouve dans Haskell. Donc ça vient des langages fonctionnels, mais c'est repris maintenant dans la plupart des langages, tellement ce sont des choses pratiques. D'accord? Donc maintenant que j'ai ici mon dictionnaire, ce que je vais faire, c'est que pour faire le tri, puisqu'on a vu qu'il faut enfin rechercher le max, ce que j'ai fait là ici, c'est que j'ai retraduit mon dictionnaire en liste. Donc ici, voilà, je parcours chaque clé de mon dictionnaire et je constitue la liste des coupes clés-valeurs. D'accord? Donc là maintenant, j'ai une liste classe nombre d'occurrences. Maintenant, je vais trier cette liste par nombre d'occurrences, ici, avec toujours un sort. D'accord? Et ensuite, je prends le dernier élément, c'est ce que me donne le list.pop, et pour ce dernier élément, je prends sa classe, donc c'est ce que j'ai en 0. Voilà, donc ça fait exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais vous voyez que par exemple, j'ai écrit 0 boucle. D'accord? Toutes les boucles sont masquées dans les maps, le filter, ou éventuellement, si j'ai des définitions en compréhension, là de dictionnaire et là de liste. Mais donc, j'ai pas vraiment de structure de boucle. Et c'est vrai que les structures de boucle, c'est souvent des choses qui vont poser problème.
Alors en termes de complexité, ça va dépendre déjà de comment les boucles sont implantées dans le langage. C'est vrai que par exemple en Python, quelquefois les boucles ne sont pas forcément implantées super efficacement. Et le gros avantage d'utiliser map et filter, c'est que ça fait de l'évaluation paresseuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand je dis ici, la map de lambda de machin chose ici, quand j'ai juste fait ça, quand j'ai pas encore mis le liste devant, ça m'a rien calculé. Map ici, c'est un objet qui fera les calculs que quand j'aurai besoin des occurrences. Donc là, c'est vrai qu'après, bon, comme je construis la liste, au final, je force le calcul. Mais souvent, il y a plein de moments où j'ai pas besoin de forcer le calcul. Et donc, potentiellement, il se pourrait très bien qu'à un moment, je décide de garder que tel et tel élément. Et donc, du coup, par exemple, je prends que les cas premiers. Et même si avant, j'avais fait un lambda qui s'appliquait à tous mes éléments d'une liste de 10 000 éléments, comme après, je prends que les 10 premiers, eh bien, il va en fait pas me faire le calcul sur les 10 000 éléments. Il fera le calcul spécifié par le map que sur les 10 premiers. Donc, il se peut que j'ai des choses plus efficaces en faisant map et filter. Alors, filter, j'y reviens. On va reprendre la chose suivante ici. Je vais écrire ici une liste, donc liste égale ici, donc 2, 3, 4, 5, 1, 6, 2, 7, 8. 8, je dis, là, voilà. Donc là, j'ai ma liste. Et de cette liste, je voudrais garder que les éléments pairs. Eh bien, je peux définir une fonction pair ici. Qui me dit quand un nombre impair. D'accord? Donc paire de 3, ici, c'est false. Paire de 4, c'est true. D'accord? Et bien maintenant, je peux faire un filter de paires sur ma liste ici. Et ça fait quoi? Eh bien, ça va me construire la liste des éléments de liste pour lesquels pair est vrai. Et donc, je n'ai plus que des nombres pairs. D'accord? Alors, c'est pareil, plutôt que de mettre ici une fonction dont j'ai donné le nom, j'aurais pu écrire ma fonction sous la forme d'une fonction anonyme. Voilà. D'accord? Non, c'est pas la même liste. D'accord? Si je demande liste, ici, c'est toujours ça. Et filter demande un booléen? J'essaye de Ça comprendre. demande une fonction à valeur booléenne. D'accord. D'accord? La première. La Ouais. première, c'est une valeur booléenne. Et la deuxième, c'est la liste. Donc tu filtres tout ce qui est vraiment, enfin non, tout ce qui est vrai pair, tout ce qui est pair vrai, oui c'est ça. Enfin, Pareil, tous d'accord, les éléments de liste pour lesquels pair renvoie vrai. d'accord. Mais il faut vraiment que ça soit booléen le résultat du Ouais, premier, quoi. D'accord, merci. de rien. Alors après, hein, ce que je disais, c'est que si j'écrivais juste ça, on voit que là, ça me dit que c'est un filter object. C'est-à-dire que c'est pas une liste, mais par contre, je peux le parcourir. Parce que ce qu'on met dans un for en Python, c'est quelque chose justement qui est itérable. Donc for v in. Voilà. Mais par contre, c'est pas directement une liste. Si je veux le transformer en liste, il faut bien qu'ici que je le passe au constructeur de liste. Alors pour illustrer un peu ce principe d'évaluation paresseuse, mais on y reviendra un peu, enfin l'année prochaine. Si je vous redéfinis paire de x comme ça, ici en mettant ici if x % 2 égale 0, de point, print pair, return true, else, de point, print de impair,
return false. Donc voilà, j'ai bien là défini une fonction pair qui renvoie vrai ou faux, mais en plus elle fait un affichage. Si je fais maintenant ça, est-ce que ça m'a affiché quelque chose? Absolument pas. Autrement dit, on voit bien que... pardon, celui-là, ça c'est normal. Mais si je fais filter ici avec pair, ça ne m'affiche rien. Ça veut bien dire que la fonction pair, elle n'a pas été appelée. Donc là, le filtre, il ne s'est pas appliqué. D'accord? Mais si maintenant, je demande, donc je fais donc f égale ça, et que je fais liste de f, et bien vous voyez, là j'ai mes affichages, pair, impair, pair, impair, impair, pair, etc. Autrement dit, la fonction pair, elle est vraiment appliquée quand j'ai besoin de parcourir les éléments de filter. Alors ça paraît... oui. Si, tiens, on pourrait le faire dans ce cas-là. On pourrait faire, donc, liste. Et si maintenant je fais... faudrait que je fasse... alors pour que ce soit plus clair, je vais vous faire ça comme ça. Je vais vous faire plutôt pareil. M. Succès def. Donc là, j'ai défini une fonction successeur et j'ai toujours ma fonction pair. Je fais m égale map de succ. Vous voyez, ma fonction successeur, elle augmente de 1, mais en plus, elle m'affiche le message successeur. Puis après, je fais f égale filter de pair. Vous voyez que pour le moment, j'ai eu aucun affichage. Mais si maintenant je fais L égale liste de f, eh bien, on voit que là, pour le premier élément, il appelle successeur puis impair. Pour le deuxième élément, il appelle successeur puis pair, enfin, etc., etc. On voit bien que les fonctions successeur et pair, elles sont vraiment appliquées que quand j'en ai besoin. D'accord? Et pareil, si je faisais L égale... non, alors... Après, ça va être compliqué de faire autre chose, mais... Donc voilà, c'est juste pour vous expliquer ce principe d'évaluation paresseuse, c'est-à-dire que quand j'ai fini un map, quand j'ai fini un filter, le calcul n'est pas fait à ce moment-là. Il sera fait plus tard quand j'aurai vraiment besoin des éléments. Et donc peut-être que si entre-temps j'ai décidé que j'avais plus besoin de tel et tel élément, eh bien ils ne seront pas calculés finalement. Oui, ça revient un petit peu à ce qui est qu'une seule boucle for finalement au premier niveau, oui. Là où si j'avais écrit à la main, j'aurais écrit plusieurs boucles for. Donc on parle plus en termes là finalement de flux de données, de traitement qu'effectivement d'impératifs et de boucles. Voilà, donc ça c'était pour associer classe. D'accord? C'est réellement la loi des cas plus proches voisins avec cas connu. Maintenant, ce que je vous propose ici en deuxième exercice, c'est compléter ça maintenant pour déterminer K de manière simple.
Donc, ça veut dire essayer différentes valeurs de K et garder la meilleure en partant du principe qu'on va avoir un ensemble sur lequel on apprend, un ensemble sur lequel on valide. Alors là, quand je vous dis une détermination simple de K, donc on va faire une validation croisée simple, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une division en 5 et on fait 5 tests et on cumule les valeurs, enfin les pourcentages de K pour chaque valeur de K. D'accord? Vous écrivez une fonction, alors je sais pas, je vais vous montrer son prototype ici, voilà. Évaluer K qui prend en paramètre la liste des classes, une base connue qui sert pour l'apprentissage, une base de vérification, et ici, K ici qui doit être le... Pourquoi j'ai mis K? Ah non, ça c'est évaluer K, oui. Ça c'est pour évaluer ce que vos K. Voilà, donc vous avez une fonction qui évalue ce que vos K. Ici c'est évaluer K. Et après, bah, vous faites... vous appelez cette fonction ici pour un certain nombre de valeurs de K. Et vous gardez la meilleure.
Donc si on revient sur évaluer K, à mon précédent programme, j'avais pas vu, excuse-moi. Ce que j'avais fait avant, c'est-à-dire là. Non, c'est pas celui-là. Pardon, je suis sur là, voilà. Non, je suis pas au bon endroit. Voilà, non plus. Et là. Bon, bah, j'arrive trop tard. Donc sinon, bah, pour évaluer K, tout simplement, hein, ici, je vais calculer le nombre d'erreurs. Donc pour ça, je parcours tous les éléments de la base de vérification. Je calcule la classe, ici. Si la classe que j'ai calculée, c'est pas la classe du point qui me sert de vérification, puisque je sais pas quoi la base de vérification, je considère que j'ai trouvé une erreur de plus. Et puis après, eh bien, je calcule ici le pourcentage de cas corrects. D'accord? Donc, le nombre de cas corrects divisé par le nombre de cas au total. Après, donc ça, c'est ma fonction évaluer K. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler cette fonction ici pour K qui varie entre 2 et 50. Je trie ça par ordre croissant. Je prends le dernier, donc celui qui a eu le plus fort pourcentage de réussite. Et puis, alors pourquoi 2, 0? Ah oui, parce que là, j'ai K et sa valeur. C'est pour ça que j'ai trié donc selon le, enfin K, je veux dire, et puis le taux de succès. Je trie par ordre croissant selon le taux de succès. Donc là, il me reste à prendre le dernier et prendre le cas du dernier. Et ça me donne donc le cas qui est à prendre. D'accord? Alors à titre d'exercice, si vous vouliez, vous pourriez vous amuser à faire ça avec donc l'autre principe évoqué qui est on sépare la base connue en 5 parties et puis on fait successivement un cinquième comme base de vérification et les 4 autres cinquièmes comme base connue. Et après, on garde le cas qui en moyenne a été le meilleur sur les 5 expérimentations. Voilà, donc ça c'est l'algorithme des cas plus proches voisins avec détermination de cas. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Des remarques? Est-ce que tu peux nous rappeler vite fait, tu as dû le dire au début, mais vu que j'ai du mal avec la connexion Internet aujourd'hui, tu peux rappeler si c'est pour les premières ou pour les terminales, s'il te plaît? Je crois que je sais plus du tout, tiens, je vais vérifier tout de suite. Je crois qu'il est pour les premières, l'algorithme des cas plus proches voisins. Alors, Oui, c'est ça, c'est en première. c'est en première? Oui. Il me semblait bien, mais ouais, il a un. Comme les algorithmes gloutons, c'est pour l'algorithme des cas plus proches voisins. C'est aussi pour les premières. Et donc, si je suis la logique, ça veut dire qu'en terminale, on est censé voir un algorithme qui, on va dire, irait un petit peu plus loin. Ce serait quoi son successeur finalement? Non, il n'y a pas. Enfin, sur le thème, il n'y a pas d'autre algorithme en terminale. Enfin, sur l'aspect apprentissage.
Voilà. Après, il y a des algorithmes d'apprentissage autres, genre l'apprentissage d'arbre des décisions, par exemple. Il y a, mais bon, c'est les algorithmes de clustering. Mais après, ça devient un petit peu plus compliqué à établir. Ça nécessite de parler du test du Ki2, de quantité d'informations, enfin, plein d'autres choses un peu qui nécessiteraient beaucoup d'heures de cours en plus, quoi. Mais comme on voit la récursivité, ça paraît logique de. Attends, je t'ai été coupé. Comme on voit la récursivité en terminale, ça Ouais. paraît logique de faire diviser pour régner à ce moment-là, non? Ouais, diviser pour régner, effectivement, ça va être en terminale. Alors, bah, le cas trouvé, simplement, on essaye. Alors, en général, on considère que voilà, faut pas prendre un cas trop grand non plus. C'est pour ça qu'on considère souvent qu'il faut pas aller au-delà de 50. Et puis, bah, c'est l'intérêt d'utiliser, de faire 5 expérimentations différentes. C'est d'essayer d'avoir un cas qui soit pas. On n'aura pas forcément un cas local, mais le cas qu'on va trouver, si tu veux, il va dépendre aussi du jeu de données qu'on a. Et là, si on reprend ici les données que je vous ai mises, alors j'en profite pour vous montrer. Là, dans ma génération aléatoire, où est-ce que je l'ai mise ici? Voilà. Ici, j'ai un petit seed de 0 ici. Seed, c'est une fonction qui est la graine utilisée pour la génération des nombres aléatoires, nombres pseudo-aléatoires. Si je ne mets pas ça, il va générer une graine toute seule. Donc ça veut dire que d'une expérimentation sur l'autre, je n'aurai pas exactement les mêmes données qui vont être générées. Si je force la graine, donc là je la mets à 0, mais je pourrais mettre une autre valeur, j'aurai toujours les mêmes données qui vont être générées. Donc là, je vous montre ici, hein, si je mets ma graine à 0, on voit ici les données que j'ai. On voit bien que j'ai ce point vert là, ce point rouge là par exemple. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Tiens, là on voit bien que j'ai 2 points rouges collés ici. D'accord? Si je recommence, j'ai exactement les 2 mêmes points rouges collés ici. D'une exécution sur l'autre, et j'ai exactement les mêmes résultats d'exécution, et enfin les mêmes tirages aléatoires. Donc j'observe la même chose. Mais si c'est pas le cas, donc ça peut être pratique pour expliquer des choses. Si je ne mets pas ça, d'une exécution sur l'autre, on va voir que je vais avoir des choses bien différentes. Là, on voit que j'ai plus mes 2 points rouges collés. D'accord? Par contre, j'ai 2 points verts collés ici. Bon, et ben, on va voir que si je réexécute, maintenant, ben, j'ai plus mes 2 points verts collés ici, j'ai plus mes 2 points rouges collés ici. Et si on regarde maintenant ce qui se passe à chaque fois ici, est-ce que j'obtiens le même cas? On va voir que j'ai un cas qui n'a rien à voir d'une fois sur l'autre. Alors, j'ai des prints en trop qui sont où? Qui doivent être dans ce que je vous ai fait faire. Où est-ce que j'ai fait faire les prints? Je sais plus. Celui-là, je sais plus. Celui-là surtout. Hop. Là, voilà. Vous voyez que ici, K il valait 17 en fonction des données que j'avais là. Si je réessaye, K il vaut 8. Donc on voit que je peux avoir vraiment des valeurs de K très très différentes. Là j'ai 7. Là j'ai 13. Voilà, mais c'est vrai que ça reste une des faiblesses de cet algorithme, comme tous les algorithmes qui nécessitent un paramétrage, c'est quelle valeur je fixe pour les paramètres. Donc là, il y a l'histoire de la validation croisée qui aide un peu à pas prendre n'importe quoi comme paramètre. Mais malgré tout, on voit qu'entre le 17 que j'ai eu là et le 7 que j'ai là, il y a quand même une sacrée différence. D'accord? Et ça, il n'y a pas de solution toute faite qui pourrait dire qu'un cas est mieux que l'autre.
Est-ce que statistiquement, on a quand même une valeur de cas qui revient régulièrement ou est-ce qu'on n'a pas de théorie Non, vraiment ça bloquée? dépend pas mal du jeu de données aussi, hein. Mais je veux dire, il y a rien de vraiment, il y a pas de valeur qui se détache plus. Enfin, je sais pas, une racine Non, de n ou je ne sais trop quoi. non, parce que par exemple, tu vois ici, le problème ici, ça va dépendre si quand j'ai ici quelque chose où j'ai, tu vois, comme là, une petite pointe comme ça, bah, au niveau de cette pointe, bah, du coup, les plus proches suivants qui sont là, 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 ça peut vachement influencer sur la classe. Et donc, suivant un petit peu la forme de mes données, le fait que j'ai plus ou moins de pointes comme ça, en fait, plus j'ai une forme biscornue finalement qui explique mes classes, plus il me faudra peut-être un cas assez faible. Parce que sinon, je vais aller chercher très rapidement dans des mauvaises classes. Ce qui est logique puisqu'on fonctionne par cercle et que si on a des angles pointus, ça Voilà, n'est pas du tout adéquat avec des d'accord? cercles. Ouais. Mais tu vois, ça Merci. dépend beaucoup de ça. Merci beaucoup. Alors, au passage, donc, parce que je trouve que quand même les schémas, c'est assez parlant. Donc, du coup, je vous les ai rajoutés ce matin. Ils n'étaient pas dans ma précédente version. Donc, je vous ai du coup aussi modifié sur les supports. Si ça vous intéresse, comment obtenir les schémas. Donc, c'est dans la partie grand 4 qui est là. Moi, je les ai fait avec Matplotlib, qui est donc un module Python bien pratique pour faire des courbes. Alors, si vous ne l'avez pas pour l'installer, si vous avez une distribution installée avec pip, vous faites ça. Python-mpip install -u matplotlib, ou même directement pip install matplotlib, ça va marcher. Si c'est une distribution qui est gérée par Conda, vous allez sur le site de matplotlib et vous avez ici un Conda install matplotlib. Ça marche assez bien. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir dans votre source faire le import matplotlib.pyplot ici as plt. Et donc là, vous avez par exemple donc scatter qui permet de dessiner des points séparés. Donc vous devez avoir en premier paramètre ici la liste des abscisses, en deuxième paramètre la liste des ordonnées, en paramètre optionnel la couleur, toujours en paramètre optionnel aussi le symbole, sachant que vous avez une liste, je sais pas, d'une cinquantaine peut-être de symboles différents, vous pouvez trouver là pour représenter vos différents points. Voilà, et donc là ici, ce que je fais, c'est que donc je représente la base de mes points connus en mettant ici comme couleur directement la classe. Donc c'est pour ça que aussi j'ai mis en nom de classe les couleurs en anglais, comme ça c'est directement la couleur qu'attend Matplotlib. Ensuite, ici les points à classer, donc je peux les tracer soit avec leur classe ici, soit je peux les tracer en noir. Hein, j'avais mis color égale dark pour faire le schéma qui est là ici. D'accord? Donc là, j'ai mis que mon ensemble de départ. Là, j'ai mis mon ensemble d'apprentissage et mon ensemble à valider avec color égale dark. Et là, mon ensemble de départ et mon ensemble validé avec color égale point classe pour une fois les classes calculées. Et vous voyez, comme je voulais avoir exactement la même figure, là, j'étais bien content de pouvoir mettre ma graine ici, donc seed, à la même valeur. Comme ça, on a exactement les mêmes points sur les trois exemples. Voilà. Et puis, éventuellement, ce que j'ai rajouté, oui, donc vous faites votre plt.scatter ici pour village de points, à la fin un plt.show pour afficher ça dans une fenêtre. Et ce que j'ai même fait après, tout à l'heure pour vous montrer ça, dans cas voisin tracé.py, ici, c'est que j'ai rajouté, où ça, voilà, plot ici. Ça permet de tracer des points toujours avec la liste des abscisses et les ordonnées, mais avec une ligne qui les relie. Et ça, c'est ce qui m'a permis d'obtenir les tracés que vous avez pu voir là. Voilà, où là on voit en noir, en fait, ça, c'est ce qui permet de déterminer la classification dans mon programme qui détermine la classe pour générer les points. Ce qui est en bas de cette ligne-là, c'est rouge. Ce qui est à droite de cette ligne-là, c'est rouge. Ce qui est au nord-ouest de cette ligne-là, c'est vert. Et tout ce qui est dans le triangle, c'est orange. D'accord? Voilà, donc ça, c'est les classes théoriques.
Et là, on voit bien, par exemple, ici, les deux erreurs de classification. Parce que le point qui était là, quand j'ai pris les cas plus proches voisins, donc mettons que ce soit ici, eh ben, même si je suis censé être dans le rouge, j'avais 3 points orange, 2 verts et puis peut-être un rouge. Hein, si j'ai pris quelque chose comme ça. Et donc, en fait, j'avais plus de orange que de rouge. Voilà, on voit bien une fois de plus que les problèmes vont arriver aux frontières au niveau des points. Mais donc, voilà un petit peu cet algorithme des cas plus proches voisins. Est-ce qu'il vous reste des questions, remarques en tout genre? Moi, à la limite, parler là, est-ce qu'on fait chaque fois qu'on rajoute une nouvelle valeur ou est-ce qu'il y a pas une logique ou est-ce qu'on attend d'avoir rajouté 10 points et puis là, on recommence à recalculer les cas? Non, mais en fait, le principe vraiment, c'est que tu as une phase d'apprentissage, tu fais une seule fois pour toutes au début. Et après, bah dès que tu as un point à classifier, tu lances ton algorithme pour qu'il donne la couleur. Mais l'apprentissage, il est vraiment fait qu'une seule fois sur une base bien connue au début. Mais ah d'accord, mais ça peut pas durer. Dans l'idéal, hein, est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a une? Attends, parce que t'es coupé. un rafraîchissement, une remise à jour du cas au bout d'un certain temps dans Non, bah, l'intelligence artificielle? la seule façon pour que ce soit remise à jour, c'est qu'il y ait un expert qui arrive en disant, bah tiens, j'ai tant de nouveaux cas que je connais. Mhm. Voilà, mais et pour ça, il faut qu'il y ait cet apport là qui arrive. Alors, ce que j'ai pas compris, c'est que les nouveaux points, ils sont pas inclus à la base de données? Non, les nouveaux points, là, je les ai représentés comme ça, mais c'est censé être ça, des points qui vont arriver plus tard, Mhm. où, tiens, on te donne une nouvelle donnée, tu voudrais arriver à classer cette donnée-là, et donc, du coup, bah, tu vas utiliser ce que tu connaissais sur les cas bien identifiés, connus, pour dire, bah, celle-là, a priori, elle fait partie de cette catégorie. D'accord. Et a priori, après, il n'y a pas justement la base sans. Ça dépend de ce qu'on va en faire. Oui, après ça dépend, effectivement. Ta base, il y a des fois, elle va s'enrichir parce que ben, tu as de nouveaux experts qui sont arrivés et puis qui vont te dire ah bah tiens, depuis maintenant, j'ai identifié tel et tel truc et je sais que c'est ça. Et donc, du coup, tu rajoutes des points. Donc, ça veut dire que la prochaine fois qu'on te resoumet un truc à identifier, bah, tu auras un peu plus de données pour arriver à le qualifier, la classer. D'accord. Merci. Voilà. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous laisse digérer tout ça, ça devrait aller sans trop de problèmes. Redigérer tout ce que vous avez eu ce matin. Pour certains, ça fait beaucoup de nouveautés, je pense, HTML plus CSS plus JavaScript. Et puis, donc, de toute façon, demain matin, bah, vous continuerez toujours sur JavaScript. Donc là, ça se continue, c'est la suite de ce que j'ai fait ce matin. Mais demain après-midi, par contre, on fait quelque chose qui n'aura rien à voir avec ce qu'on a fait aujourd'hui. Voilà, voilà. Allez, bonne fin de journée à tous. Au revoir.